2011, Tokyo Yoshida Ayumi cherche de nouvelles idées pour alimenter ses réseaux sociaux, de nouvelles idées de personnages et d'histoires. Une image hante son imagination. Une ville médiévale. Une ville médiévale où rôde un enfant dans la panique. Derrière les hautes murailles, des créatures violentes menacent la cité. Des créatures sombres qui ne rêvent que de dévorer les habitants. Des créatures qui habitent dans des terres abandonnées et vides. L'enfant fixe l'immensité du mur. Une créature en émerge. Définitivement, cette histoire a du potentiel. Tatsukoni no Chojo, c'est un Harold, littéralement l'enfant de l'autre côté. C'est un Harold est une manga de Nagabe, publié dans Markley Comic Garden entre 2015 et 2021. Il était une fois un univers de fantaisie lointain, le royaume de l'intérieur, qui vit paisiblement protégé de ces hauts murs du royaume extérieur, peuplé de mondes couleurs et belles. Dans cette terre délabrée, le professeur habite avec la petite Shiva, un monstre érudit qui s'occupe d'une fillette ordinaire. Et ce n'est pas le plus grand des mystères dans cette histoire. Nagabe, de son vrai nom Yoshida Ayumi, est né le 1er août 1993 à Tokyo. Son enfance est complètement normale, contrairement à la plupart des mangaka. Il n'est même pas particulièrement amateur de manga et d'anime, et encore moins des animés et des mangas mignons et kawaii. Par contre, il se passionne pour les livres de contes et surtout leurs illustrations. Il apprécie particulièrement les auteurs Tobzansun, par évidemment les momies, et la version de Komako Sakai du livre pour enfants anglais The Velveteen Rabbit. Il est marqué par le style simple mais extrêmement efficace de ces artistes, par leur travail de contraste et par l'émotion simple, pure et un brin mélancolique de leurs illustrations. Style artistique qui va grandement définir son propre style dans le futur, pas seulement son Totsukomi no Shoujo. Mais pour l'instant, il continue de découvrir de nouveaux artistes tout au long de son adolescence. Des artistes comme Tessa Tudor, Norman Rockwell, Alphonse Mucha, Edward Corey et le Black Sun de Juan Diaz Canales et Juancho Juanido. Durant ses études à l'université, il commence à dessiner de plus en plus des Kemo no Mimi, ces figures mi-humaines, mi-animales, typiquement nippones, sur des plateformes comme Twitter et Pixie. Et surtout, il commence à produire des doujinshi, des mangas amateurs. Il est de plus en plus obsédé par l'image d'une petite fille et de monstres sombres anthropomorphes.
Entre-temps, ces illustrations connaissent un beau succès sur les interwebs au point d'attirer l'attention de l'éditeur Akita Shinza en 2013, qui lui propose de publier son récit Botsu wa Onni dans son magazine Opéra, spécialisé dans les histoires d'amour entre garçons. Botsu wa Onni, le patron, est une copine et particulier. La manga se déroule dans un monde d'animaux anthropomorphiques où un patron sérieux et sévère le jour se travestit le soir. Une fois cette première manga en main, Nagabe prend conscience que devenir mangaka professionnel, c'est possible pour lui, mais aussi qu'il a encore beaucoup de travail à faire en termes de qualité et de narration. Puis Futabasa, avec son magazine Monthly Action, publie son récit Nevawatu Setu entre 2015 et 2017, qui raconte les aventures de Sober Setu, dont la vie est bouleversée par une étrange petite créature Nevawa. Toujours entre 2015 et 2017, il publie encore d'opéra l'intéressant recueil d'histoires Wisdo no Keme no Tachi, qui nous propose ce que serait le monde d'Harry Potter s'il était peuplé d'animaux anthropomorphiques remplis de libido et d'hormones. Il collabore ensuite en 2015 au recueil La Gugagi Gagugegai et Esu Lenai Monogaretsu en 2016. C'est à la fin de 2015 que Totsuko no Sozo débute sa publication, œuvre qui va réellement cristalliser son nom dans le milieu. Après un recueil d'histoires courtes en 2016, Etenku Naai, Nagabe Tenpensu, Nagabe publie sa dernière série longue entre 2019 et 2021, Monotone Blue. Le lycéen assis se lie d'amitié avec mystérieux nouvel élève Aoi. Les deux vont partager un profond secret, un secret d'un bleu azur. Depuis, il a continué ses histoires courtes de furie avec les très peu subtils Eat et Smell, tous les deux en 2022. Comme vous avez pu le constater, Totsuko no Sozo, l'enfant et le maudit, en français, est unique dans l'œuvre de Nagabe, pas tant au niveau du style artistique, mais par son univers et son ton. L'intérêt premier de l'enfant et le maudit, ce n'est pas son histoire, ce n'est pas son univers, ce n'est même pas ses personnages, même si tous ces éléments sont intéressants. C'est son esthétique et son atmosphère. Ce n'est pas la seule œuvre de Nagabe à avoir ce ton, mais c'est celle où il le pousse le plus loin. L'univers qu'il propose Nagabe est très loin des mangas classiques. Nous sommes beaucoup plus près d'une bande dessinée européenne ou d'un roman graphique américain que du shonen, voire du seinen habituel. Toute l'œuvre est construite sur une opposition constante de plusieurs éléments. Évidemment, de l'opposition visuelle entre le blanc et le noir des images, entre les ombres et la lumière. Ça se reflète même dans le nom des deux royaumes, le royaume intérieur et le royaume extérieur, référé aussi comme royaume de la lumière
et royaume des ombres. Ce contraste est même présent dans les rares images en couleur, où les teintes restent sobres. C'est aussi une opposition entre la dureté et la noirceur du monde de la manka, et la douceur, la légèreté et la simplicité de la vie que mène le professeur et Siva. Certes, la menace de la malédiction y plane toujours, ainsi que la menace des incursions des soldats humains, mais pour des terres censées être l'enfer, le royaume extérieur est plutôt calme et bucolique. D'épaisses forêts paisibles, d'immenses champs poétiques et des villages plutôt calmes. Tout un contraste avec la promiscuité et la saleté des villes du royaume intérieur, continuellement sous le stress et la paranoïa. Il y a aussi une opposition entre le royaume intérieur, gouverné par la religion, les mythes et les croyances, et le professeur, mais aussi les créatures noires, guidées par la science et la rationalité, ainsi que le désir de comprendre comment la malédiction et le monde en général fonctionnent. Outre leur physique aux antipodes, il y a évidemment une dichotomie entre le caractère froid et rationnel du professeur face à la naïveté et la pureté juvénile de Siva. Tous ces éléments, à commencer par l'esthétique, donnent à l'enfant et le bouddhi une allure de conte de fées européen, de conte noir, mais de conte quand même. Les dessins de l'Agabé assument pleinement leur filiation avec les illustrations de contes produites par les nombreux artistes qui ont construit son univers artistique. Un conte car l'intérêt vient plus de l'aventure que le lecteur vit malgré la simplicité des personnages et du monde. Encore une fois, ça n'empêche pas d'éprouver de l'attachement et des émotions pour les personnages. Siva est sincèrement adorable et d'être intéressé par la jeunesse des deux royaumes. Mais ce n'est pas le but premier du récit. On accepte les raccourcis de l'histoire et les coïncidences opportunistes de la même façon que personne ne questionne sérieusement la logique dans Blanche-Neige, dans Le Petit Chaperon Rouge, dans Peau d'âne ou dans La Belle et la Bête. C'est l'ambiance, c'est le ton et c'est la magie qui prime. D'ailleurs, le sous-titre Sion Aron vient d'une ancienne chanson gaélique irlandaise. Ça signifie marcher pour courir. C'est Kyohei Senboku, le responsable éditorial de l'Agabé, qui a mis à son attention cette chanson dont il trouvait que l'air mélancolique se mariait bien au ton de la manga. L'Agabé a adoré et a fait l'ajout. L'enfant et le bouddhi est un conte donc, et comme les contes, l'Agabé y ajoute beaucoup de mystères, beaucoup de non-dits, beaucoup de découvertes par les yeux de Siva, qui ne connaît rien du monde, ou par le professeur, qui lui transmet son savoir et instruit le lecteur par le fait même, et à chaque nouvelle réponse, à chaque questionnement résolu, de nouvelles questions et de nouveaux mystères surviennent, questions qui trouvent leur réponse au cours des 11 tomes de la série, mais pas toutes.
C'est un des grands intérêts de l'œuvre. Avoir toujours plus de réponses et encore plus de questions. Le talent de Nagabé pour garder en haleine ses lecteurs de façon cohérente et adroite est très sous-estimé. Et le plus grand mystère du récit reste la malédiction qui transforme on ne sait trop d'où, pourquoi et comment les humains en créatures noires. Pour le où et le pourquoi, je vais vous laisser découvrir la manga. Mais le comment est simple. Le toucher au contact, aussi simple soit-il, est fait et transforme à des rythmes variables la personne en créature. Ce principe de contact physique est au cœur du projet depuis sa genèse. La première image que Nagabé a eue dans ses premières explorations artistiques, c'est celle de deux personnages, une jeune fille pure et un monstre, s'aimant mais ne pouvant se toucher. C'est par la suite qu'il a construit toute l'histoire, dessin après dessin. Le professeur a une profonde affection pour Siva, veut la protéger à tout prix des menaces extérieures, mais c'est aussi qu'il est la plus grande menace pour elle. Le moindre contact la condamnerait à être comme lui. Ça l'habite à ça. Second, malgré sa nature froide, le professeur démontre plus d'humanité, de sincérité et d'amour que tous les personnages humains. Dans une moindre mesure, c'est la même chose pour les créatures noires qui n'ont pas de notion de bien ou de mal, n'ont pas de malice et sont purs. Tous font preuve de plus d'altruisme et de bonté que les humains du royaume de l'intérieur. Comme quoi, encore une fois, les monstres sont rarement ceux que l'on croit. Sans avoir battu de record de vente, Toshikuni no Shoujo a laissé une forte impression, tant c'est le public que dans l'industrie. En 2019, McGoldin décide d'offrir en cadeau, dans une édition limitée du 8e tome, un court-métrage produit par le respecté Studio 8, œuvre qui a été confiée à deux jeunes créateurs au style unique, Yotaro Kobo et Satomi Meiya. Yotaro Kobo est né le 18 février 1990 à Yota, sur l'île de Kyushu. Pour sa part, Satomi Meiya, elle, est née le 27 février 1990 près de Sendai. Ils se sont rencontrés durant leurs études à l'Université d'art de Tokyo. Une fois diplômés en 2015, ils ont décidé d'agir comme travailleurs autonomes, se consacrant à la réalisation de clips en animation, de publicité, ainsi qu'en collaborant dans divers studios à des séries comme Babetsu Gundam, Crypt Variation et Pokémon Parton Witch. Mais ils ont aussi produit leurs propres courts-métrages qui ont été remarqués par l'industrie. Leur premier court-métrage de Toshikuni no Shoujo a été fort populaire, étant présenté en première mondiale au Festival international Fantasia de Montréal le 1er août 2019, ainsi qu'au Scotland Love Anime Film Festival de Glencoe en octobre 2019 et au Festival international de films d'animation d'Ottawa en 2020. C'est bien que le 5 mars 2021, le Studio 8 a annoncé mettre en chantier un long métrage
encore une fois réalisé par Meia et Kubo. Du 10 mars au 9 mai 2021, le studio a mis sur pied une campagne Kickstarter afin de financer le projet. L'objectif initial de 3 millions de yens a été atteint dès la première journée et c'est au final 20 millions de yens que la campagne a récolté. Dans un monde de fantaisie appelé Royaume extérieur, sous le joug d'une malédiction qui transforme les hommes en monstres, une petite fille a été abandonnée dans la forêt. Le professeur, un de ces monstres, la trouve et la ramène chez lui pour prendre soin d'elle. S'apprivoisant graduellement, le professeur va réaliser que bien des menaces pèsent sur Siva. Il doit la protéger de bien des hommes, mais aussi de lui-même. Tochiko no Sozo n'est pas une adaptation traditionnelle de manga, comme mes vidéos en décrivent habituellement. Il y a une histoire claire, mais le film est nettement plus expérimental et éclaté que la moyenne des films d'animation. Et ce n'est absolument pas un problème. Le film n'est pas une adaptation littérale des 11 tomes de la manga, mais un assemblage des moments clés du récit, liés ensemble par les explorations de Yotaro Kubo et de Satomi Meia. Le film suit à peu près l'histoire de la manga jusqu'à l'attaque du soldat, pour ensuite raconter essentiellement sa propre histoire. Ce n'est pas parce que la manga n'était pas rendue assez loin, car en 2021, quand le film a été mis en sentier, il ne restait que le tome 11 à être publié. C'est un choix purement artistique d'adaptation, volontairement ou non. Cela renforce le lien du film avec l'univers des contes, car c'est exactement comme cela que les contes de fées classiques ont été créés. Un assemblage de plusieurs versions de la même histoire qui partagent des éléments communs mais divers sur d'autres. C'est pour cela qu'en dehors de la version canonique des grands contes de fées, il existe des versions antérieures un peu différentes de contes comme La Belle et la Bête, de Cendrillon, du Petit Chaperon Rouge, du Joueur de flûte, ou de La Belle au Bois dormant. Ce n'est pas le seul élément qui le rattache au conte. Plutôt qu'un montage rapide et dynamique, Kubo et Meia optent souvent pour de larges plans fixes où l'action se déroule à son rythme, ce qui donne un effet d'illustration animée de conte, alors que la manga utilise un peu moins d'images sur une page complète ou sur une double page. Illustration de conte accentuée par l'esthétique brute d'aquarelle du film où rien n'est jamais totalement immobile. Ces plans fixes ne sont pas étrangers au rythme lent du film qui met l'emphase bien plus sur son esthétisme que sur son récit. Le film abandonne le contraste entre le noir et le blanc de la manga pour une image en couleur, mais des couleurs généralement délavées et ternes, d'où émerge un élément de couleur vif selon le sentiment que la scène doit véhiculer. Si le film est très sombre au début, il devient de plus en plus lumineux et coloré au fur et à mesure, suivant l'humeur du professeur et de Siva.
et l'évolution de leur relation. Siva qui devient l'enfant que le professeur aurait perdu en devenant un monstre et le professeur devenant le parent que Siva a perdu en étant abandonné dans la forêt. La relation est plus complexe dans la manga, mais pour le film, c'est suffisant comme image. Le film ne perd pas trop de temps à expliquer son univers et les mécanismes de son fonctionnement. Si c'était au cœur de la manga, le film se contente de donner les informations essentielles pour que le spectateur comprenne l'univers, pour se concentrer sur son exploration artistique. À 1h10, le film fait le minimum pour être qualifié de long métrage. Mais les informations qu'il donne sont suffisantes pour que les spectateurs puissent faire leur propre théorie et dessiner leur propre lien. C'est aux spectateurs de découvrir eux-mêmes d'où vient la malédiction, ce que veulent les créatures noires. Qui était le professeur avant? Et quel est le but de la mère des créatures? Le film ne donne aucune réponse claire, que des indices. C'est toute l'action du film se déroule dans le royaume extérieur. Jamais on ne voit le royaume intérieur. Jamais on ne voit la ville du récit, sauf une fois au début. Un des rares montages rapides du film nous présente la ville en feu et attaquée par des créatures noires, ce qui a conduit à l'abandon de Siva et au fait que les soldats transportent des corps dans la forêt. Cela place la situation initiale et nous n'en saurons pas plus. Le royaume intérieur et sa sécurité supposée ne seront que mentionnés par la suite. Cette absence de royaume intérieur met en évidence encore plus le côté calme et bucolique du royaume extérieur, surtout que le film y présente beaucoup plus d'animaux que dans la manga, dont leur présence rend cette terre encore plus calme et paisible. C'est la même chose pour la malédiction dont il est dit au début. Un simple contact avec un infecté transforme en créature noire. Mais c'est tout ce qu'on va savoir. C'est flou, mais on comprend l'idée. Comme dans un conte, personne ne se demande comment Blanche-Neige peut être empoisonnée par une pomme. Comment Aurore peut s'endormir en étant piquée par un rouet. Ou comment la grand-mère peut sortir intacte du ventre du loup. Ce sont des contes, ce n'est pas cela l'intérêt. D'ailleurs, si le personnage du soldat infecté est présent dans la manga, il y est secondaire, car la tombe de Siva avait déjà servi d'exemple à ce qui arrive au maudit. Dans le film, il a un rôle central et sert de menace qui se rapproche de plus en plus de Siva, voire presque d'antagoniste. À l'inverse, les autres créatures noires sont assez centrales dans la manga, mais reléguées à l'arrière-plan dans le film pour simplement marquer la différence de comportement entre le professeur et elle. Le film a été présenté en 2022 au Anifilm Patribol en Tchéquie, au Los Angeles Asian Pacific Film Festival, au New City International Animation Film Festival et évidemment
au Festival international Fantasia de Montréal, en présence des deux réalisateurs. Séance où j'étais présent et dont je garde une affiche autographiée par Kubo et Meia. Dans les versions de Tatsuko no Shoujo sous le crayon de Nagapé, que celles de Yotaro Kubo et de Satomi Meia ont leurs différences, autant les deux œuvres parlent de famille, du lien familial sous toutes ses formes, de la famille de sang héréditaire à la famille d'adoption forcée avec le temps, de la famille de circonstances au gré des épreuves, à la famille mystique au lien intérieur. La famille prend toutes les formes, toutes les natures et toutes les définitions. Au final, pour avoir une famille, il suffit de se trouver. Arigato.